Bonjour à tous et bienvenue pour la 4e session du Data Tribe. On a déjà vu différents sujets d'analytics et là, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de session. Il y a eu avec l'été et compagnie. Et là, on reprend avec une session un peu pour faire le tour des releases justement qu'on a raté sur les derniers mois passés. Donc Stéphane va pouvoir nous présenter ça en deuxième partie de notre session d'aujourd'hui. Et dans un premier temps, on a Pierre qui va nous présenter comment travailler avec des data flows qui gèrent de grandes quantités de données. Alors, avant que je rentre dans le détail et qu'on se lance dans la session, je voulais juste faire des petits rappels comme d'habitude, histoire que les sessions se déroulent dans les meilleures conditions. Alors, le premier point important que je partage en général, c'est de vous dire que du coup, le call est enregistré et qui sera posté sur YouTube sur la chaîne du Data Tribe. On a déjà fait ça sur les 3 précédents, et puis c'est comme ça permet aux personnes qui n'ont pas pu se libérer pour ce créneau de quand même pouvoir profiter du contenu. Ensuite, vu que c'est sur YouTube et qu'on essaie de communiquer ça un petit peu largement, il faut en fait ne pas partager des informations confidentielles à travers le call quand vous prenez la parole ou autre, et de ne pas montrer les données de production. Si jamais malencontreusement il y a quelque chose qui se montre, je ferai en sorte d'enlever en faisant un petit peu d'édit si besoin. Et sinon, le petit point Salesforce qui est souvent communiqué, c'est de baser, vu qu'on parle de fonctionnalités qui sont certaines qui sont disponibles, d'autres qui sont un petit peu plus soit en bêta, soit qui vont arriver d'ici peu. Il faut toujours se baser sur ces choix business, sur les fonctionnalités disponibles actuellement. Et puis après, en termes de participation et de petites règles de bien-être pour le call, l'idée c'est de garder ses micros en mute pour que les personnes qui présentent soient le plus à l'aise possible. Du coup, comme je le disais, là, après mon petit mot de bienvenue, on va pouvoir se lancer directement dans les présentations. Alors, question de contraintes, on va inverser un petit peu ce qui était prévu. On va commencer plutôt par la partie présentation de l'optimisation de Dataflow et gestion de Dataflow avec des grandes quantités de données que va pouvoir nous présenter Pierre Aboujaoud une fois qu'il se sera présenté. Et ensuite, je passerai la main à Stéphane Caracas qui nous présentera les releases. Du coup, sur ces belles paroles, je te laisse la main, Pierre. Je te laisse prendre la main sur l'écran. Ouais. Vous voyez mon écran? Tu vois mon écran, toi? Oui, c'est tout bon. C'est tout bon. Ouais. Ok, parfait. Bon, je te remercie en premier. Je te remercie pour m'avoir invité à ce Data Tribe et et que tu m'as invité pour participer et présenter sur ce sujet-là en précis. Donc, on va parler aujourd'hui de comment structurer et gérer les data flows en manipulant beaucoup de données dans Tableau CRM. Avant ça, je vais me présenter. Je suis Pierre Aboujaoudé. Je travaille depuis 2017 en tant que consultant Salesforce et ainsi que Tableau CRM, anciennement connu sous le nom de Einstein Analytics. J'ai travaillé sur des gros projets comme des petits projets et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est sur la base de quelque chose que j'ai effectué chez l'un de mes clients et qui a beaucoup de données. Quand je dis beaucoup, il y en avait. Donc, voilà pour la présentation. Je vais commencer du coup par l'agenda. Donc, avant de rentrer directement dans ce que vous attendez tous, on va parler un peu de stockage de données dans Tableau CRM, comment la donnée est-elle stockée. On va ensuite parler de la gestion de Dataflow et comment trouver en fait les Dataflow chronophages. Et après, on va parler des cas les plus fréquents qui rendent le Dataflow si puis-je dire, chronophage. Qu'est-ce qui le ralentit dans la durée. Et ensuite, on va parler du cas pratique qui est l'optimisation de ce data flow chronophage. Donc, au niveau du stockage de données, je vais être un peu bref
et rapide. Juste pour donner l'objectif de Tableau CRM, en fait, il est d'améliorer, si on veut dire, la rapidité de la query. Et n'est surtout pas, en fait, un moyen de créer un data lake, si on va dire. Certes, on manipule de grands nombres de données, mais ça reste quelque chose qui ne doit pas devenir un data lake. Pour info, la limite est mesurée en nombre d'enregistrements et non pas en nombre de mégabytes ou de gigabytes. Et le stockage est fait sous forme colonale. Et j'ai mis un exemple dans le settings ici. Vous pouvez aller voir où en fait est stocké, où vous pouvez voir en fait l'aperçu de votre stockage de données de Tableau CRM. Donc, le stockage de données dans Tableau CRM, je vais passer rapidement du coup sur cette slide. Il faut savoir que Tableau CRM a un mode de stockage de données en mode fichier, non comme le mode traditionnel d'autres bases de données, qui est un mode tabulaire. Et du coup, vu son algorithme et vu son format, en fait, il va fonctionner d'une manière où en fait, il va faire un flatten de la donnée et il va utiliser la technologie d'indexation inversée. Donc, voilà. Et il va se baser sur deux fichiers, en réalité, deux trucs majeurs. En fait, c'est le texte et les chiffres. Oui, je sais, on parle de data ici, mais de date, excusez-moi, ici. Mais on va voir plus tard comment c'est réparti. Donc, comme j'ai dit, il se base sur, Tableau CRM se base sur le stockage de fichiers. Les dimensions, en fait, les fichiers de dimension ou les fichiers de texte, en fait, vont être indexés. Et en contrepartie, les fichiers de mesure ou les fichiers de chiffres vont être, eux, non indexés, vu leur nature scalaire. Ensuite, en ce qui concerne les dates, en soi, les dates vont être switchées en deux temps. Un qui va être sous la base de dimension, c'est pour les dates en elles-mêmes, et l'autre, c'est pour les époques, qui va être sous le fichier de mesure en tant que tel. Du coup, si je résume, avant de passer à la slide suivante, donc les stockages de données de Tableau CRM se fait sous mode fichier et non pas sous mode tabulaire. Et la dimension est un fichier à deux fichiers, un fichier colonal et le fichier d'indexation. Ainsi que de l'autre sens, la mesure, elle est de nature scalaire, donc elle n'est pas indexée et elle a aussi deux fichiers. Les dates se switchent dans les deux sens. Donc, comment maintenant identifier un data flow qui est chronophage? Donc, pour ceux, en fait, on va dire c'est un peu un no-brainer pour les personnes qui ont commencé à travailler sur Tableau CRM. Il faut aller dans le Data Manager. Et c'est dans le Data Manager qu'on va aller chercher à savoir par rapport au current run et au previous run, combien de temps de latence s'est passé au niveau des durations de chaque node. Et comme vous voyez ici, et ainsi le increase ou l'augmentation du row in, row out entre les deux, comment dire, le previous run et le current run. Maintenant qu'on a parlé de tout ça, on va parler des causes fréquentes qui amènent le data flow en quelque sorte à augmenter de volume, à augmenter, non pas de volume, à augmenter de temps de traitement et à, comment dire, prendre plus de temps pour visualiser de la data pour les utilisateurs. Ainsi, les utilisateurs vont être pas contents. Donc, les cas les plus fréquents,
je les ai cités ici. Ces cas-là, en fait, sont basés sur les best practices de Salesforce, ainsi que sur des aspects que j'ai manipulés au quotidien chez différents clients. Donc, c'est aussi de mon expérience, à moi aussi. Donc, on va commencer par le cas le plus important, c'est les compute expressions. Il faut savoir que le calcul, il y a certaines personnes qui font des... en fait, le calcul de compute expression peut être un calcul simple qui est basé sur un champ ou deux, et ainsi va donner un temps de traitement très bas. Ensuite, il y a d'autres types de compute qui instancient plus de champs, et du coup, ça va être des calculs de des compute expression plus complexes. Du coup, ça va prendre plus de temps, vu la cardinalité des champs aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que plus votre champ a une cardinalité haute, blendé dans le compute avec d'autres champs, va résulter, va donner un résultat d'un compute plus long. Donc, si vous avez un nombre énorme de données, ce qui veut dire que votre data flow va augmenter de temps pour qu'il puisse se terminer. Un autre aspect que j'ai découvert au fur et à mesure des différents passages chez différents clients, c'est il y a un aspect qu'on utilise dans le data flow, c'est renommer les champs de sources externes. Et ça, en tant que préco de ma part, je préconise que la personne qui va travailler sur ce genre de data flow pense à demander à renommer les champs en amont de phase de la création du data flow et en amont de phase d'injection de ce fichier externe dans Tableau CRM. Parce que ça, par découverte, ça augmente beaucoup le temps de traitement d'un data flow. Ensuite, un autre aspect, c'est les filtres, mais pas sur n'importe quel champ. En fait, c'est les filtres sur les champs de type mesure, de chiffres, on va dire. L'idéal, en fait, quand on veut faire un filter sur un champ mesure, l'idéal, c'est de créer un bucket en amont de phase de ce filter pour, en fait, tweaker un peu le fonctionnement du data flow et le rendre plus rapide. Dans ce cas-là, je vais donner un exemple. Si par exemple votre client vous demande de générer les cases qui ont plus de 10 jours de date, 10 jours d'âge, l'idéal, si on va dire ça, c'est que le plus simple, c'est de créer un bucket qui vous permet de faire flaguer toute cette information et derrière récupérer l'information par le filtre via un flag equal true ou flag equal false. Ensuite, on va parler du nœud de register qui lui aussi, à un moment, peut contenir beaucoup de champs non utilisés. Et plus il y a de champs dans le node register en output, plus le register va prendre du temps pour en finir à la fin. Donc, ce qui veut dire qu'à un moment, il faut se poser la question, est-ce que vraiment tous ces champs dans un data flow sont utilisés ou pas? Et qu'est-ce qu'il faut faire avec ces champs-là? L'idéal, c'est de les slicer ou de les enlever au moment où on a fini de leur utilisation. Genre, je vais m'expliquer. Si on a fait un compute sur un champ, on a besoin de ce champ-là au moment du compute. Après le compute, en sortie du register, j'en ai pas besoin de ce champ-là, je l'ai juste utilisé pour le compute. L'idéal, c'est de le slicer en sortie ou de ne pas l'utiliser en sortie. Donc, voilà les trois premiers. Ensuite,
il y a aussi un truc très important, c'est les champs multivalués. Les champs multivalués, si on va dire, c'est pas quelque chose de mauvais en soi, pour certains besoins, mais on va dire que les champs multivalués vont vraiment prendre, comment dire, la performance de votre data flow va être vraiment perturbée par les champs multivalués, surtout si ce champ multivalué est utilisé dans le write select. Alors attention, il ne faut pas utiliser le champ multivalué en tant que clé, parce que déjà, ce n'est pas supporté par Salesforce. Et deuxième chose, on ne sait pas, les résultats sont, comment dire, pas très fameux ou, on va dire, non supportés. À la fin, on va parler d'un truc qui est un grand nombre de données entrant. Et ça, c'est le point, j'imagine, de notre call et de notre présentation. C'est comment gérer un grand volume de données entrant dans un data flow. Je vais en parler plus sur ça dans quelques secondes. Donc, pour le cas pratique, donc, je vais pas faire une démo, je vais plus aller droit devant dans la présentation. Donc, on va parler de l'optimisation d'un data flow qui manipule beaucoup de données. Et voilà, on commence. On l'appelle ce fonctionnement l'incremental load. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais décrire en premier qu'est-ce que j'ai. Donc, on va imaginer que j'ai un data flow qui y a en sortie 100 millions de lignes. Et chaque jour, on a 10 millions de lignes en entrée. Donc, bien sûr, ce n'est pas un extract tout seul. Il y a plusieurs extracts. Il y a des transformations, des computes, des filters, du branching, etc. qui va se passer ici, ainsi que des augments qui viennent d'autres extracts. Et en sortie, à aujourd'hui, j'ai 100 millions de lignes. Donc, ce qui va se passer, c'est que ce data flow-là, aujourd'hui, il tourne, mon client me demande de le faire tourner une fois par jour, mais à des moments, il ne finit pas son premier run pour tourner le deuxième jour par la suite. Donc, je n'arrive pas à faire tourner au quotidien ce data flow. Ce qui s'est passé chez moi, chez un client. Et du coup, j'étais à 24 heures de temps de run et je suis descendu par cette méthode à 2 heures de run par jour. Donc, j'ai pu, après ce changement, faire en sorte que je peux runner ce data flow 2 fois par jour, donc une fois de plus. Donc, ce qui va se passer en premier, c'est que je vais aller créer un filter sur la last modified date et je vais prendre en tant que métrique la last modified days de un jour. On pourra changer s'il le faut, adapter par rapport à vos clients respectifs. Par exemple, vous ne runnez pas le data flow quotidiennement et vous voulez le runner par semaine. À ce moment-là, vous pouvez changer le cycle qui est là et mettre 7 jours jusqu'à current day ou etc. Donc ça, ce n'est pas un problème. L'idée, c'est juste de vous montrer un exemple et ce que je fais. Allô? Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro. Pierre, oui, j'avais une question, si ça ne te dérange pas. Justement, tout à l'heure, tu parlais pour optimiser de créer des buckets avant de filtrer sur ce qui était des mesures. Est-ce que ici, c'est un peu le même genre de cas? Est-ce que ça vaudrait la peine de créer une compute avant de filtrer? Ou est-ce que justement, non, là non. Ça change rien? Là non. En fait, là, je parle d'un champ date tout court. Donc, c'est un champ last modified date months. En fait, c'est un champ date que je prends et je récupère one day ago to today. C'est tout. En fait, c'est pas un champ qui est considéré, si tu veux, une mesure. C'est pas un second epoch, en fait. Ou un autre type, ou minute epoch, ou quoi que ce soit. Je prends juste le champ date. De rien.
Donc là, je filtre sur la data. Donc, je prends un jour to current day à aujourd'hui. Et en sortie de ce filter, j'ai un traitement qui va fonctionner sur 10 millions de lignes. Donc, ce traitement-là, en fait, je vais slasher un peu le traitement de base que j'ai par 10, on va dire. Et en sortie, je vais procéder à l'histoire. En sortie, je vais, en soi, après la transformation, venir et utiliser l'ancien run du Dataflow qui s'est passé. Donc, je vais faire un edgemart sur le dataset qui contient l'ancien run. Et du coup, je vais venir faire un append avec la branche des 10 millions d'enregistrements. Et du coup, en sortie, je vais avoir du run en cours, je vais avoir 110 millions de records. Donc, voilà comment je procède pour faire ce qu'on appelle un incremental load. Mais bon, on va dire que jusqu'à maintenant, la solution n'est pas optimale. Pourquoi? Parce que le lendemain, quand je vais le rerunner, je vais potentiellement avoir des personnes qui ont modifié un case ou qui ont changé quelque chose dans un case. Donc, la last modified date d'un case créé hier, qui était last modified date hier, sera last modified date aujourd'hui. Donc, au final, si je le rerun aujourd'hui après ce traitement-là, je vais avoir des doublons. Donc, d'où pourquoi on va parler de la déduplication de données en sortie de cette manipulation. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais créer un compute relative en sortie de mon append, ici, qui va venir se traduire de la manière suivante. Donc, je crée un duplicate flag. Et sa source, c'est le append que j'ai ici. Je vais partitionner par l'ID et je vais faire un order by last modified date descending. Donc, ce que je vais avoir la valeur la plus récente de last modified date en premier. Et je vais venir créer par la suite un flag que j'ai nommé flag, en l'occurrence, qui va juste me faire un simple calcul et qui va me mettre en fait sur la valeur précédente du case, la valeur first. Donc en fait, je crée un flag qui va me mettre first sur chaque valeur doublonnée, la première des chaque valeur doublonnée, on va dire. Je vais schématiser le truc après. Et par la suite, ce que je vais faire, je vais filter sur le flag et je vais lui dire filter égale à first. Et à ce moment-là, je gère la déduplication. Donc, pour en parler de ça, donc avant la dédupe, donc au second run, après que mon utilisateur a fait la modif sur le case qui a un ID case 1, on va dire, j'aurai en sortie du append ici, j'aurai en fait deux valeurs qui sont rattachées au case 1. Une qui est last modified date hier et une qui est last modified date aujourd'hui. Donc, là où est le tweak du duplicate flag et du compute relative, c'est que je vais aller ordonner en quelque sorte les valeurs de mon dataset et je vais lui dire order by partition by ID et order by last modified date descending. Donc, il va me les mettre de cette manière. Donc, il va me mettre en premier celui d'aujourd'hui, en second celui d'hier, etc., etc. Donc, même chose pour ceux qui sont en triplonné ou quadriplonné, ou etc.
Et ce qui va se passer, du coup, je vais venir en sortie de mon flag que j'ai créé en tant que colonne, dire va me mettre la valeur first sur celui qui est le plus récent en quelque sorte. C'est ce que fait le previous, vu que j'ai order by descending. Et en sortie, après le filter, je vais lui dire du coup, tu me filtres sur juste les trucs qui sont en first. Donc, celui d'hier va disparaître à la sortie du filter. Et après, je fais le register. Donc, voilà comment, en quelque sorte, je gère le data flow avec un nombre de données conséquent. Je l'ai déjà fait, comme je l'ai déjà dit, chez un client où en fait le data flow, il y avait une centaine de nœuds. Ça fonctionne avec des computes de partout, avec des branching, etc. Et du coup, ce qui peut aussi poser à réflexion, c'est la sécurité derrière tout ce fonctionnement. Comment est-ce que la sécurité existante sur un data flow ou un dataset, on va dire plutôt, va fonctionner en fait ou peut fonctionner sur ce type de changement. Donc, en soi, rien ne change, on va dire, au niveau de la sécurité en général, parce que si on a activé les sharing inheritance en amont, et vu qu'on utilise l'ID pour le sharing inheritance et l'ID ne change pas, et en fait, on n'aura pas de problème par rapport à la sharing inheritance. Et ensuite, par rapport à la security predicate, vu qu'on fait un append et juste on joint l'historique ancien et l'historique et le current branch et l'historique, on n'aura pas non plus de problème vu qu'on va traiter derrière de rôle ou d'autres choses. Juste quelques derniers conseils par rapport à tout ça. Il faut toujours penser à la performance du data flow dès le départ et ne pas laisser traîner en fait un data flow qui devient non performant ou qui prend du temps de traitement exponentiel. Le rework d'un data flow certainement coûte beaucoup plus cher que si on fait une optimisation propre dès le départ. Et toujours penser à long terme, c'est-à-dire que quand vous atterrissez chez un client, il faut faire une analyse et savoir en fait combien de temps, quelle est la cadence, on va dire, d'augmentation de lignes et savoir quels sont les besoins futurs pour s'accommoder et mieux traiter en fait l'optimisation d'un data flow ou la gestion et la manipulation d'un data flow qui contient beaucoup de données. Je vous remercie et je laisse, si vous voulez, la place à Kevin et Stéphane, sauf si vous voulez passer aux questions avant la deuxième partie de la session. Merci beaucoup Pierre pour la présentation, c'était vraiment top. Super intéressant sur surtout les différents éléments que tu as présentés là sur l'optimisation, c'est vraiment cool. J'avoue que moi de mon côté j'avais une question et si d'autres personnes ici en ont, n'hésitez pas à les poser, on peut prendre un petit temps pour poser les questions sur le sujet là vu qu'on est dessus et puis après on passera au sujet des releases. Ouais. De mon côté, j'en avais une concernant, là, j'ai vu que tu prenais en compte tout ce qui était last modified date pour tes cases. Oui. Et imaginons tes cases, tu as besoin d'y ajouter le count qui est lié. Imaginons si une information du compte est modifiée. Est-ce que du coup tu prendras bien en compte les informations? Est-ce que tu mets en place la même chose pour les comptes et tu mets la même chose en place pour tous tes objets? Ou est-ce que tu fais direct?
Non, en fait, c'est ta granularité la plus fine que tu vas travailler dessus, en fait. Imagine que tu as un extract de case, tu vas filtrer sur la granularité la plus fine qui te pose problème. Et en fait, tous tes augmentes de l'autre côté vont venir, en fait, vu que c'est enregistré en réalité dans l'autre sens, ça va pas poser problème. Et du coup, tu vas en fait juste travailler sur la data qui est récente, qui a été rajoutée. Je sais pas si je Mais, me ouais. suis. Mais en fait, ma question du coup, c'est est-ce que, imaginons sur un case qui n'a pas été modifié depuis 3 mois, Ouais, on vient ajouter le compte qui, lui, par contre, a changé d'industrie pour une raison X ou Y. ok. Et du coup, ton enregistrement de case, lui, ta ligne d'enregistrement dans ton data flow, Ouais, il ne mettra pas à jour l'industrie du compte en question. effectivement. Effectivement, ce qui va se passer, c'est que tu dois venir et en fait, au lieu de le faire en incremental load, tu dois le rendre en normal load. Et soit tu joues avec le filter et tu retournes en arrière. C'est ce que je fais généralement. Et ça, tu le fais, du coup tu changes, j'imagine, de type de synchro Ouais. une fois tous les combien, du coup? Je préconise de faire ça, comment dire, je le fais tous les mois, on va dire. Il y a Stéphane qui dit quelque chose. Ouais, c'est un sujet assez connu dans la BI, hein, ce qu'on appelle les SCD, les Slowly Changing Dimensions. D'accord, Ok. ok. Et ça, c'est quelque chose que, par exemple, du coup, tu fais incremental tous les jours et une fois par semaine ou un truc comme ça, tu fais un full, quoi, le week-end ou un truc comme ça quand il y a plus de C'est ça. temps pour Moi, rentrer je à fais comme time, quoi. ça. Moi, par mon expérience, je fais comme ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont d'autres solutions, qui font autre chose. Bah, Mais j'ai pas entendu que Stéphane. c'est Excuse-moi. la bonne pratique. Ouais. D'accord. Est-ce que Pierre, peut-être on n'a pas mentionné, je suis désolé, j'étais un peu absent, c'est la différence de temps d'exécution entre les deux Oui. approches. Je ne sais pas si tu l'as dit. Si j'ai dit que je descends de 24 heures, par exemple, à 2 heures, Voilà. j'ai dit que, en fait, bien sûr, si on va refaire le full load, on va s'attendre à avoir un temps plus grand en termes de traitement. Hmm. Donc, il faut privilégier de faire le full load pendant un week-end, c'est Ok. sûr. Ok. Du Et coup, ouais, il faut pas le mettre de si côté. on va dire, si on fait le traitement 2 fois par jour, c'est sûr qu'il faut éteindre le data flow en conséquence. Et il faut prendre en compte que pendant le week-end, samedi, dimanche, il ne faut pas faire tourner le data flow 2 fois parce que sinon, il va être en queue et il ne va pas runner, il va faire un timeout après ou quoi que ce Hmm. soit. Est-ce que c'est clair? Je te remercie. Et toi, du coup, d'ailleurs, est-ce que tu préfères créer un deuxième data flow justement pour déjà les scheduler comme tu veux donc, tu en fais un pour l'incremental et un pour le full et tu les as bien schedulés ou est-ce que tu fais des modifications Je fais les modifications sur le même data flow vu que j'ai maintenant le versioning. tu switches, ok. Je switch sur le filter en fait. Il y a juste un Ok. truc sur lequel j'ai pas parlé aussi. C'est un cas très particulier que j'ai trouvé chez un client. C'est un peu comme tu viens de le dire, c'est sur les rôles en fait. Ce que j'ai dû faire en fait, vu que la nature des rôles est un peu différente d'autres champs, j'ai dû en fait malheureusement après la dédupe et après le filter remodifier ce qui existait dans mon data flow sur ma branche current, on va l'appeler sur les 10 derniers jours ou les premiers jours, un jour, et les mettre à la fin. Ok. Ça, j'ai dû recréer le flatten, etc. Donc C'est voilà. clair. Du coup, tu peux avoir de la flexibilité si jamais tu as un ou deux objets que tu as besoin Oui, de mettre à jour, donc c'est nickel. Ouais. oui, 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 oui. J'ai dû le faire parce que vu qu'ils changent les labels et non pas en fait il delete et il recrée, bah en fait tu vas te retrouver avec un problème. L'ID est le même, mais je sais c'est pas une très bonne pratique à mon sens de changer le label d'un rôle tous les 4 matins. Ça arrive, mais derrière ça, il faut le gérer. Et du coup, quand tu changes le label, l'ID, ça reste le même. Vu que ton record n'est pas dans les dernières last modified date
et ben, il va rester sur l'ancien record et du coup, ton prédicat de sécurité ne va pas fonctionner. Donc, il faut faire ça après. Après la filter et le dedupe et le filter. Très clair. C'est un seul cas particulier sur lequel je me suis attardé, mais je ne crois pas que c'est un cas général chez tous les clients. Je sais que c'est quelque chose de très spécifique et du coup, j'ai dû le faire et je ne l'ai pas présenté parce que c'est un cas spécifique, mais je croyais que ça allait arriver dans les questions. Merci beaucoup. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Eh bien, dans ce cas, je vous propose de continuer avec la suite. Merci encore, Pierre. Vraiment, c'était super intéressant. Merci. Et puis, du coup, on enchaîne avec Stéphane si c'est tout bon de côté. Yes. C'est bon, c'est bon. Parfait. Alors, Merci. je vais partager mon écran, si vous voulez bien. Alors, comme d'habitude, moi, je suis tout démo. Hein, ça ne va pas vous surprendre, c'est possible. Avec les nouveautés de la Winter 22. Donc, mon collègue Roman Michalik reçoit, comme d'habitude, le crédit de ça, parce que c'est lui qui fait ça à chaque fois. Et voici un peu le menu du jour. Donc, il y a tout un tas de nouvelles choses qui sont arrivées, effectivement. Des choses qui, voilà, effectivement, en plus, on a changé des choses. Ensuite, est-ce que j'ai pris le bon déjà? Non, c'est Winter 22, non, ça a l'air bon. Déjà, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans la partie Search, vous pouvez déjà voir les dashboards. Ça, c'est pas quelque chose sur lequel je vais insister. C'est la partie Ask Data. Faut savoir qu'on commence à normaliser un peu les conventions de nommage entre Tableau et Tableau CRM. Donc maintenant, effectivement, les deux outils qui font finalement la même chose s'appellent de la même façon. Il y a pas mal de nouveaux templates en fait qui commencent à être déployés. Donc pour ça, je pense même vous faire une petite démo si vous voulez jeter un petit coup d'œil spécifique sur ce genre d'application. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que Revenue Analytics vous dit quelque chose en termes d'application? Oui? Non? Pas du tout? Pardon, je veux bien que tu répètes ta question. Je ne l'ai pas entendu. Est-ce que l'application Revenue Analytics vous parle ou ça vous dit quelque chose? Moi, ça ne me dit rien du tout. Non, ça me dit rien du tout non plus. Moi non plus. Super. Bah, je vous montre un exemple alors. Hop. Voilà. Bon, déjà, cette application, elle est surtout focalisée sur des gens qui s'intéressent au forecast. D'accord? Donc, ça va attaquer les objets Salesforce qui gravitent autour du forecast. Il faut savoir que, bien sûr, comment ça marche au Salesforce, c'est que les gens remplissent un peu leur commit, leur best case, tout ça sur les différentes opportunités. Ça va à leur manager dans une interface dédiée qui est le forecast. Il y a plusieurs types. Il va accepter le montant total ou il va saisir des ajustements manuels. Vous voyez ici. D'accord? Donc, chaque personne à son niveau peut faire des ajustements manuels. Donc, par exemple, la somme de mon commit, elle est de 400 000. Mais moi, je dis, voilà, je suis optimiste, je vais faire 450 parce que j'ai une autre opportunité qui pourrait rentrer dans tout ça. Mais là, la partie intéressante, c'est que cette application va faire plusieurs choses. Donc, déjà, la première chose, bien sûr, elle va analyser, vous voyez ici, le quota attainment de la personne. Ensuite, elle va aussi générer en fait une prédiction du montant sur lequel cette personne devrait atterrir. D'accord? Donc, en fait, elle va essayer de valoriser chaque opportunité à une espèce de weighted average prédictif. Et bien sûr, on peut entre guillemets, voir en fait si, par exemple, en incluant ou en excluant le commit, le close, tout ça, en fait, on peut se faire des projections. En parlant des projections, il faut savoir que cette app vient avec deux data flows. Donc, un data flow qui fait toute la construction de la partie forecast, fait les calculs, tout ça. Et un deuxième data flow qui, finalement, fait des snapshots du premier. Parce que des fois, par exemple, et ça, c'est un besoin assez récurrent dans ce genre de métier, on peut essayer de voir, il y a quelques semaines, à combien elle était, par exemple, à l'ISA, alors qu'aujourd'hui, on voit qu'elle est plutôt à ça, quoi.
On peut bien sûr faire donc le one-to-one de la personne, hein, donc voilà. Et je vais aller voir, en fait, hein, sur quel montant Alissa va atterrir. Donc, on voit ici l'évolution, le quota, et ici, un petit time series qui est bien sûr appliqué sur ce graphe-là pour dire, bon, c'est quoi l'intervalle de confiance, entre guillemets, de la projection. Donc, voilà un peu ça, bien sûr, on va voir ensuite hein, les différentes opportunités qui forecast catégorie, les aimants, tout ça, quoi. Donc, ça, c'est pour le détail avec l'actionnabilité qui va bien. Donc, voilà, donc ça, c'est une nouvelle application. Je vais revenir par ici. Alors, donc déjà, une autre chose qui va peut-être vous intéresser ou pas, c'est que dans les templates, n'importe qui peut développer ses propres templates, un peu comme celui-ci. D'accord? Et que bah, maintenant, bien sûr, on supporte tous les composants utilisables, les recipes. Et une petite nouveauté, effectivement, je commence à avoir plusieurs clients français qui sont en cours d'études ou en cours de déploiement à des connexions directes depuis Snowflake. Ensuite, on a également la partie Customer Insight. Ça, c'est effectivement, donc ça, c'est tout un template en fait qui va être basé sur la nouvelle CDP, aka Customer Data Platform. En gros, je pense que Salesforce commence à imaginer la suite en fait, hein, une fois que les cookies des navigateurs vont plus jamais exister, ce qui risque de nous arriver bientôt. Donc du coup, les DMP, le Data Management Platform, risquent d'être un peu mis à mal, hein, voire tués. Parce que bah, plus de cookies, bah, plus moyen de traquer les sessions et qui consultait quoi, n'est-ce pas? Hein, donc ça va être un changement assez radical. Donc chez Salesforce, en fait, il est remplacé par la CDP. Alors, la CDP, c'est quoi? C'est encore comme une plateforme de profiling du client. Où on va bien sûr récupérer des données de toutes sources. De sources 16, de sources Marketing Cloud, de sources, bah, justement, à partir du moment où la personne est authentifiée, on va voir en fait hein, sur quoi il a cliqué. Donc ça, c'est bon, on reste des petits usages de la DMP tout de même. De la partie emailing, notamment par exemple avec le nurturing de Pardot et compagnie. Donc voilà, tout ça, ça va venir à un seul unique endroit qui va faire une espèce de, je dis bien, espèce de master data management à la sauce Salesforce. Hein. Et sur cette base, donc on a déjà les premiers templates hein, qui sortent hein, pour justement aller rapidement faire de l'analytics là-dessus, quoi. Les choses, bien sûr, les plus intéressantes arrivent par la suite. Hein. Alors, une chose que personnellement j'avais trouvé dommage, c'est de ne pas pouvoir grouper des nœuds dans un recipe. Ça m'était hors de moi parce que bon, c'est un peu compliqué quand tu veux déplacer ou tu veux faire des choses. Bah voilà, donc maintenant on est capable de faire enfin ça. Je vais ouvrir un recipe pour. Et effectivement, vous voyez que je peux sélectionner plusieurs trucs à la fois. Ensuite, bon, les previews on-off, en gros, notamment pour les datasets qui sont très volumineux, des fois, on a envie que le recipe se comporte un peu comme un data flow. En somme, que ça ne me rafraîchisse pas la donnée à chaque fois que je fais une petite modif. Hein. Donc, du coup, vous voyez que ici, le data preview, je peux le désactiver. Hein, pour le réactiver, là, quand je commence à être un peu plus sûr de moi. D'accord. Et le key navigation, là, pour le coup, je ne me rappelle plus ce que c'était. Les autres choses, dans les recipes, maintenant, on a également la capacité de nous connecter directement à Salesforce. Donc, pour l'instant, les recipes, c'était dédié à l'usage quand toutes les données étaient déjà mises en cache dans la partie Connect. D'accord? Donc, bon. Voilà. Donc, au départ, je vous rappelle pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas encore avec Wave / Einsteinalytics / Tableau CRM à l'époque, la première version de Wave se connectait directement à Salesforce pour récupérer les données et les mettre dans les datasets. Ensuite, bah, on est passé à je veux faire un cache avec du Change Data Capture, tout ça, beaucoup plus efficace. Et on tape un peu moins sur la base de données qui est derrière la partie plateforme. Et maintenant, en fait, hein, c'est un peu au choix de fonction du besoin. D'accord? Donc, comment ça va se matérialiser?
Et ça permet de gagner quoi exactement, Stéphane, justement, de pouvoir faire du direct sur le RSAPI? Justement, d'être un peu plus temps réel, entre guillemets. Ok. C'est-à-dire que comme un recipe ou un dataflow peut être invoqué par un REST ou par, peu importe, ordonnanceur de ton choix, et que finalement ça attaque les données Salesforce en direct, bien sûr, attention quand même aux limites, hein. Quand on dit des trucs temps réel, il faudrait attaquer des objets qui ne sont pas trop gros, quoi, hein. Et qu'on a besoin d'aller en dessous des 15 minutes, et qui est la planification actuelle du SIG, la plus fine. Et que là, on a un cas typique, par exemple. Je voudrais voir, par exemple, quelqu'un qui a fait une bêtise, hein, et qui s'est fait suspendre l'accès à Salesforce. Et j'aimerais pouvoir requêter directement là-dessus, quoi. Limite en real time. Et là, vous voyez en fait que les données de ce fameux permission set, en fait, hein, viennent directement depuis la source. Ok, donc ça demande des synchros, quand on veut des synchros très rapides, ça permet de bypass un peu la synchro data sync, quoi. C'est ça. En somme, c'est ça. Ensuite, je ne sais pas si vous avez vu, mais effectivement, on peut exporter aussi les données. Je ne sais pas combien d'entre vous ont joué avec ça. Ça fait 2 releases, hein, qui travaillent là-dessus. En l'occurrence, voilà, donc je fais mon tricot, et ensuite je peux exporter effectivement vers une source. D'accord? Et c'est vrai qu'à la base, on n'exportait que les données. On avait un peu zappé le fait qu'il faut exporter ici les headers, hein, ce qui était fait. Et ensuite, hein, on peut même, enfin, pour les gros exports, hein, je le mentionne bien, par exemple, j'ai envie d'exporter, je sais pas moi, 50 millions de records, hein. On a également la partie saucissonnage de CSV. Hein, pourquoi? Parce que des fois, si j'ai un autre système qui vient piocher tout ça, et qui va insérer ces données dans une application tierce, hein, au bout d'un moment, la heap size de cette application-là, donc la taille mémoire que l'application peut gérer, en fait, hein, risque d'être vite limitative vis-à-vis de la taille du CSV, quoi. Donc, il vaut mieux le saucissonner. Les différentes choses qui sont assez drôles, hein, je ne sais pas si vous avez vu, par exemple, ce qu'on appelle les fuzzy buckets. Les fuzzy buckets, c'est quoi? Et ça, malheureusement, dans la vie de tous les jours, je pense que vous le constatez encore plus que moi. La donnée, elle est ce qu'elle est. J'ai Germany avec un grand G, petit g, Austria avec un grand U, petit U, Australia au lieu de place d'Australia, tout ça. Donc, en fuzzy bucket, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement que ce type de bucket, en fait, hein, va corriger à travers, hein, ce qu'on appelle une transformation de type logique flou, aka fuzzy. Donc, vous voyez ici Smart Bucket, hein. D'accord. Je vais éditer. Voilà. Apply Smart Bucketing. D'accord. Bucketing Algorithm Fuzzy Match. La distance, en gros, c'est quoi la similarité? Si je veux à l'identique, je mets 1. Si je veux 1 ou 2 caractères, en gros, enfin 1 à 10% d'écart, un calcul de similarité, je mets 2, etc. Donc, jusqu'où, comme tout calcul de similarité, jusqu'où je vais inclure ou pas. Et ensuite, voilà, donc ça permet de rapprocher les données. OK? Ensuite, pardon, hop, Discord Changes, je me remets par ici. Voilà, sur les... Ah oui, j'ai oublié le filtre logique, effectivement, autant pour moi. Donc maintenant, on a le recipes, vous voyez ici qu'on peut enfin faire des filtres compliqués. D'accord, donc ça, c'était une demande qui était devenue assez récurrente. Et ensuite, bah voilà, les transformations. Les transformations, par exemple, le fuzzy bucketing, on l'a montré. Le pivoting, donc ça, c'est quelque chose qui était vachement demandé. D'accord? Donc, comment je fais pour pivoter mes données? En cas, pivotage des pivotages, je vous rappelle, c'est le fait de passer de ligne en colonne et inversement. D'accord. Une autre transformation qui peut être intéressante, on commence à introduire les premières notions de clustering dans l'outil. D'accord? Donc, pour l'instant, avec Einstein Discovery, notamment, on gérait plutôt de AI/machine learning/algorithme qui traite du supervised machine learning.
En somme, on met une question. Je veux maximiser mon win rate, je veux minimiser mon nombre de jours de closing, etc. Ici, bon, on commence à mettre des algorithmes qui sont non supervisés. En gros, bah, je veux tout simplement voir les clusters de mes clients. D'accord? Ça peut être intéressant, notamment dans une optique où le client souhaite implémenter un white space. D'accord? Parce que bah, un white space se base sur une similarité par exemple, des produits pris par tel client. Donc, tel client nous a pris les produits A et B. D'accord? Je vois qu'il y a beaucoup de clients qui nous ont pris les produits A et B et qui sont du coup dans le même cluster de produits. Et du coup, bah, avec ces transferts, on va pouvoir beaucoup plus facilement qu'avant identifier quels sont les clients qui nous ont pris que A ou que B. Et du coup, en fait, hein, bah, vis-à-vis de tous leurs cousins en fait, hein, qui prennent A et B, hein, où est-ce que je pourrais vendre du A ou du B respectivement parce que j'ai tout simplement oublié de les positionner pour raison X ou Y. D'accord? Ça, c'est pour vous donner également des exemples précis de mise en œuvre de ce fameux clustering. Et une transfo qui est assez drôle et que vous avez sans doute aimé, ce qu'on appelle le hierarchical aggregation. Alors, pour celle-là, j'ai entrepris, en fait, enfin, j'ai entrepris, notre ami nous a entrepris, en fait, notre ami Roman nous a entrepris de vous faire un petit chart hein, qui détaille un peu la gueule que ça peut avoir. D'accord? Donc voilà, donc hierarchical aggregation, hein, je vais aller dans la recipe. Et il y a plein d'autres choses qui sont encore en bêta, donc je ne peux pas trop vous en parler, mais voilà, donc quand on fait une agrégation, donc vous voyez très bien ce que c'est qu'une agrégation. Je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer ça. On peut faire en sorte que ce soit récursif, pour faire simple. OK, donc par exemple, je veux regrouper sur les accounts. Ah, par contre, oh là là, j'ai une hiérarchie des accounts. Hein, comment je fais, par exemple, pour remonter la somme des opportunités gagnées sur plusieurs niveaux hiérarchiques des comptes? D'accord? Pour arriver sur un ultimate parent, par exemple. Bah, vous cochez cette case, hierarchical aggregation. D'accord? Et vous voyez que ici, il va vous demander, bien sûr, de spécifier le ID et effectivement, sur quelle colonne on fait cette hiérarchie sur l'objet en question. D'accord? Et last but not least, hein, comme on dit, la partie designer. Déjà, on en a parlé. Oui. Pardon. Bonjour Stéphane. J'avais juste quelques questions par rapport aux 4 points juste avant. La partie pivoting que je n'ai pas très bien saisie. Est-ce que tu peux... En fait, je voudrais bien que tu donnes des exemples de use case métier. Par exemple, j'ai compris que le clustering, c'était pour des besoins, par exemple, de cross-selling, voilà, pour un métier. Ouais. Un exemple. Ok, super. Des fois, je tairai les noms des clients qui nous ont demandé ça, mais voilà, par exemple, là, ce qu'on peut voir, hein, donc tu vois le account d'industrie, ensuite tu vois sum of amount by close lost, close one, negotiation, etc. Donc tu vois très, très facilement comment tu ferais ça avec un compare table dans la partie design. Mais là, on ne parle pas de la partie compare table sur la partie design. Ok? Tu parles en gros des opportunités qui avaient un stage. Lost, won, negotiation ou autre. Ok? Donc en gros, le pivotage transforme les lignes. Parce que là, en gros, si je mettais account industrie, stage et le montant, ça me ferait account industrie, 4 lignes avec les stages, hein, tu vois, et les 4 montants. Ok? Alors que le pivotage qui est ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait amount, ok, industrie, ok, mais les colonnes, tu vois, pour chaque stage, hein, ça me filtre et ça me calcule. Donc ça me transpose, hein, c'est une transposition finalement des lignes, des stages, des 4 stages que j'avais ici en colonne.
Et moi, j'attends patiemment aussi son contraire, hein, qui n'est pas encore là, qui est le dépivotage, qui est la transformation des colonnes en lignes. Ok. Est-ce que c'est plus clair? Je vois. Oui, c'est plus clair. Et, Merci. j'ai légion de clients qui voulaient ce truc-là. Pourquoi? Parce que, notamment pour ceux qui ont énormément de données, et même de données externes, on stockait à chaque fois la data au niveau granulaire. Mais des fois, ils demandaient tout simplement de pouvoir en fait calculer tout ça à un niveau agrégé. On pouvait bien sûr obtenir la même chose que ce tableau que vous voyez ici, en faisant un filtre. Donc, je partais de mes opportunités, hein, comme ici. Hein. Je faisais un filtre sur tel stage. Je faisais un deuxième filtre, un troisième filtre, un quatrième filtre. Et je générais, enfin ensuite, je faisais un append de tout ça, quoi. Donc, j'aurais pu, à travers 5 transformations, faire finalement la même chose qu'ici. Sauf que, bon, là encore, c'est un exemple facile, mais des fois, vous avez des clients où dans la pick list, enfin, c'est pas Stage qui a 5 stages, c'est une autre pick list qui a 100 valeurs. Du coup, toi, en tant que développeur, tu fais quoi? Tu fais 100 filtres ici pour faire ton appel derrière? Tu deviens fou. Il y en a qui l'ont fait, hein. Moi y compris, hein, je l'ai fait, voilà, j'ai dû le faire sur un truc, il y avait 28 valeurs. Ça m'a pas fait plaisir, hein. Voilà, donc maintenant il y a ces transfos, donc il faut juste savoir que bon, on peut grouper sur cette colonne et quand je groupe sur cette dimension, en fait, ça me crée autant de colonnes filtrées sur cette valeur, bien sûr, que de valeurs que j'ai spécifiées ici. Le comble, je peux même sélectionner lesquelles, hein. Peut-être je ne veux pas tout. D'accord. Voilà, donc ça a l'air innocent, mais c'est très utile. Et quand on utilise ça, est-ce qu'on peut le faire pour qu'une seule mesure? Ou est-ce que il y a aussi pour. Enfin, c'est fait sur plusieurs mesures aussi? Bonne question. On va regarder ça ensemble. Une mesure, et tu vois le petit bouton plus ici? Ah, ok, ouais, d'accord. Enfin, je ne l'ai pas testé pour l'instant parce que je n'ai pas joué peut-être avec tout. Mais, Et donc ça va créer n colonnes à chaque fois, quoi, dans l'idée. écoute, voilà. Oui, c'est ça, ok. Tu sais, moi je suis pour la pratique, hein. Nickel, merci. Quand je le vois avec mes yeux, je le raconte plus loin. Voilà. Bref. Ok, donc, d'autres questions ou je peux passer à la partie design? Tout bon, je crois. Non. Okay. Design. C'était bon. Ça, c'est quelque chose qui nous a tous embêtés pendant un moment. Quand on faisait le tri dans un chart, et justement, on avait des nuls qui étaient tout au début, alors qu'on avait pourtant fait un sort descending. À combien d'entre vous c'est arrivé ce truc-là? Ah, j'ai entendu un message chat. Et de même. Bah, maintenant, on est capable de faire tout ça. Alors, où est-ce qu'il a fait, lui? Je ne sais pas où il a fait, mais bon, pour faire simple, on peut décider en fait hein, si on veut afficher les nuls d'abord ou pas. Il me semble d'ailleurs que... allez, voilà, il est là. En fait, c'est dans l'UI. Il n'y a même pas besoin d'aller dans la SQL. OK? Donc, sur chaque mesure, hein, je lui dis, le sorting, est-ce que je veux les afficher, par exemple, les null values tout au bout? Ah, parce que bah, c'est nul, donc voilà. Le nom l'indique, le nul, c'est nul. OK? J'en profite de vous faire un petit rappel qu'on gère les nuls dans les mesures. C'est quelque chose qui a été implémenté il y a quelques temps déjà, il y a 1 an et demi. Mais depuis la Summer, donc la version d'avant, celle-ci, en fait, on gère également les nuls dans les dimensions. En quoi c'est important pour moi? Bah, je ne sais pas si vous avez vu, mais quand vous groupez, par exemple, un chart sur une dimension, ici industrie, quand l'industrie était nulle, justement, mon total, il était faux, parce que bah, il y avait le nul qui disparaissait, quoi. Oh, bah, du coup, si j'active la gestion des nuls dans mes dimensions, je vais avoir ici un NA qui se crée automatiquement
avec tous les champs, enfin, toutes les valeurs qui étaient nulles. Et du coup, mon total, il est bon. Et ça, c'est à travers une simple case à cocher, en fait, dans le setup. Combien d'entre vous étaient aware de cette feature que j'ai pourtant, il me semble, raconté lors du dernier Data Tribe, mais voilà. Puisqu'on est dans les nuls, voilà, autant parler de tous les nuls qui existent. D'accord. Ouais, celle-là, je l'avais zappé. Mais elle est bien. Ça aide quand même pas mal. Parce que la solution alternative, en gros, c'était d'aller dans les SFDC Digest et de mettre une valeur par défaut. Donc, je vous rappelle la solution de contournement qui était... je ne peux pas aller dans... Ouais, ça, c'est le user qui n'a pas le droit de modifier le travail Roman. C'est très bien. Hein, une autre bonne pratique, hein, bien sûr. On ne touche pas à mon boulot. Donc, je vais aller sur un autre pour vous montrer de quoi je parle. Donc, avant tout ça, effectivement, donc, la seule solution, c'était d'aller dans un data flow, dans le SFDC Digest, et de lui donner une valeur par défaut. Pourquoi? Parce que sinon, il me mettait des nuls. Je vais juste prendre un truc au pifomètre en espérant que... Voilà, donc ici, j'avais, voilà, par exemple, le name. Vous voyez qu'ici, je pouvais mettre NA. D'accord? Le truc embêtant, c'est qu'il fallait que je fasse ça sur tous les champs. Je récupère 100 champs de account. Je ne veux pas de nul parce que ça fait des totaux pas bons dans mes charts. Quand je regroupe, il fallait que je fasse ça, quoi. Donc moi, j'ai fait même une moulinette, en fait, mon Ultra Edit pour rajouter tout ça automatiquement. OK? Donc ça, une fois de plus, ça vous évite d'avoir des valeurs nulles dans vos dimensions. D'accord? Pourquoi? Parce que, tout simplement, quand on regroupe dessus, en fait, cette valeur disparaissait, quoi. OK? Je ne sais pas si vous étiez aware de tout ça, mais voilà. Les autres choses, une autre nouvelle, effectivement, SAQL n'est plus obligatoire. Hein. En somme, en fait, maintenant, vous voyez qu'on a maintenant SQL pour ça. Et non seulement qu'on a SQL, mais on a également rajouté, effectivement, toutes les choses sympathiques qu'on avait en SAQL. Parce qu'on ne va pas faire du SQL en respectant scrupuleusement l'ANSI 92, quand on peut rajouter tout ce qui est pénible à faire dans SQL. Par exemple, tout ce qui est windowing. Chose qui est quand même vachement utile quand tu veux, par exemple, comparer des plages de temps glissantes, par exemple. D'accord? Mais une chose qu'on n'avait pas en SAQL et qui était effectivement des fois demandée, c'est les subqueries. Vous voyez de quoi je parle? Select machin chouette, from where in subquery. Select machin chouette, OK? Donc, pourquoi c'est utile? Notamment, par exemple, j'ai des cas de figure dans l'assurance où, en gros, ils me disent, moi, mon dashboard de tableau CRM, j'utilise pour de la segmentation. Montre-moi tous les clients qui m'ont pris assurance auto, mais qui ne m'ont pas pris 3 autres produits. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et ça, ce n'est pas le seul filtre du style. Il y en a au moins 5 ou 6 similaires. OK, donc il fallait, au bout d'un moment, faire un espèce de diagramme de veine où je fais un peu l'intersection. Tous les clients qui ont ça, mais not in ça. Voilà, donc une intersection finalement de ID client respectant plusieurs critères différents. Et là, les subqueries is the place to be. Bien sûr, des fois, pour ce fameux SQL, la question qui, je sens arriver, oui, mais SQL, en SQL, je peux faire des bindings. Je pouvais variabiliser tout ou partie de ce fameux SQL. Votre SQL, il marche comment? Pareil, je peux faire des bindings dans mon SQL aussi. D'accord. Mon favori. Donc, on avait déjà les tooltips sur des charts de type number.
D'accord? Donc, finalement, c'est toujours mieux de l'expliquer peut-être avec un autre chart. J'ai gagné 459 millions, mais je vois que finalement, dernièrement, c'est pas, ça sent un peu la rose. Pas terrible, juillet, voilà, c'est la baisse. Ok, donc on avait ça sur le number widget. La nouveauté, c'est que maintenant, on a ça sur tous les widgets. Et vous voyez d'ailleurs que c'est contextuel vis-à-vis de la valeur sur laquelle je me trouve. Là, rien, par exemple. C'est 40 millions, mais qui, bon, ont été closés à l'instant. D'accord. Ça, pour le coup, c'était un brevet de Tableau qui avait ça. Puisqu'on a racheté Tableau, bah, on a le brevet. Donc, on a implémenté ça dans Tableau CRM. Il y a des bons échanges de procédés, on va dire. Et last but not least, pour tous ceux d'entre vous qui m'ont dit « C'est bien tous les types de charts, tous les widgets, tout ça dans Tableau CRM, mais je voudrais développer mon propre composant à mettre dans le dashboard. » Vous êtes servi en bêta pour l'instant. OK? Donc, dorénavant, on peut développer notre propre composant à mettre dans un dashboard via, bien sûr, Lightning Web Component en termes de standard, c'est un peu le standard global de Salesforce. OK? Et pour ce faire... Tu peux te créer ton propre histogramme, du coup. Ouais, ou en Gantt chart. Elle n'est pas belle, la ouais. vie? Ouais. Il y a quelqu'un qui s'est fait plaisir ici. Hein. Je ne me rappelle plus ce qu'il a fait, mais voilà. Celui-là, pour le coup, je ne sais pas ce qu'il fait, mais il doit faire quelque chose. Hein. Bref. Donc oui, on peut, bien sûr, voilà, choisir, faire ce qu'on a envie de faire. Hein. Et bien sûr, le faceting qui va avec. Hein. Donc, comme on dit maintenant, en original en anglais, Sky is the limit pour la partie visualisation custom. Bon, le premier d'entre vous qui me fait un widget, un Google Maps intégré directement dans la librairie, je lui fais un chèque. On verra sur le montant, mais voilà. D'accord. D'ailleurs, je vais contacter le marketing pour faire une petite compétition. Hein, si l'un d'entre vous qui veut jouer, avec des prix, tout ça. Je pourrais peut-être même me débrouiller pour faire un bonus en plus du chèque. Hein, c'est un Golden Hoodie. Et bon, je ne vous promets pas que vous allez rencontrer Marc en personne pour faire la photo et le selfie avec le Golden Hoodie, mais on verra ce qu'on peut négocier une fois que le Covid va enfin nous laisser tranquille. OK? Un petit bonus. Des questions? Ah, j'ai gardé le dessert pour la fin. Vas-y. Bah, c'était ça. Hein. D'accord. Ouais, c'est vrai que c'est un gros morceau parce que ça va permettre de rendre tellement plus flexible la solution. Ouais. Ça, c'est fou. Ouais, bon, il faut savoir que c'était quand même possible avant à travers quelque chose qui s'appelle WebSDK. Pas dans un dashboard, mais on pouvait créer pour nos clients, et d'ailleurs c'est le cas, hein, certains l'ont déjà en production. Chez Schneider, par exemple, une Lightning Web Console, où en gros j'ai des composants Lightning et tableau CRM qui sont ensemble et qui se tchatchent à travers le WebSDK. Je ne sais pas si vous avez déjà joué avec ça. Et sachez que ça existe. Hein. Voilà. OK. Donc, par exemple, dans un composant Lightning, quelqu'un a cliqué sur une autre opportunité. Ah, bah, il n'y a pas de souci. Hein. Du coup, bah, je fais le faceting dans mon dashboard. Et inversement, d'ailleurs. Je peux cliquer dans quelque chose dans le dashboard hein, qui va me modifier un composant Lightning quelconque. D'accord?
Je ne sais pas si vous avez vu, mais on a des partenaires, par exemple CartoDB, qui a intégré leur fond de carte, hein, qu'on peut customiser à outrance, en fait, hein, pour justement être intégré via ce Web SDK, en fait, avec un tableau de bord, tableau CRM. Donc, on mettait les deux sur la même page. Il y avait une convention de nommage, en fait, sur les champs qu'ils voulaient voir, hein, en termes d'adressage, hein, donc adresse, code postal, ville, tout ça, quoi. Et bah, ça affichait la carte dynamiquement. Et pour l'insérer du coup sur un dashboard, j'imagine que c'est directement dans le JSON, c'est ça? C'est pas, enfin voilà, une fois de plus, c'est pas dans le JSON du dashboard, hein, c'est dans la config du composant Lightning quand tu le positionnes sur la page. Ouais, mais une fois que justement ce composant il est fait, est-ce que ce composant tu peux juste le mettre du coup sur une page d'opportunité Ouais, tu peux le mettre une fois de plus ça marche, en composant Lightning custom, tu peux le mettre là où tu veux. Hein. Ça marche, c'est pas, mais on peut pas le remettre dans un dashboard par exemple, un truc comme ça. Non, enfin, jusqu'à aujourd'hui, non. À partir d'aujourd'hui, oui. Hein. Oui, c'est ça, ok. D'accord. C'est parce que en somme, c'était ça, quoi. Donc, pour l'instant, on supportait les mashups avec Tableau CRM et pas dans Tableau CRM. Ok, c'est compris. Et voilà. Et au passage, bien sûr, je vous rappelle qu'il y a également un autre SDK hein, qui est un peu mal aimé, mais qui peut toujours servir. À savoir le Apex SDK. C'est-à-dire que, ça c'est pour les développeurs Salesforce, hein, qui nous ont dit, c'est génial le tableau CRM, hein, surtout la vitesse de réponse de votre base de données, c'est top. Hein. Parce que moi, j'ai envie d'afficher des listes dans la partie Sales Cloud, Service Cloud, CPQ, peu importe. Et quand j'essaie de faire des related lists, ça crève une mort atroce parce qu'il y a 20 millions de records derrière. Quoi. Ou alors ça s'affiche dans 2 minutes, l'utilisateur il a déjà pris son café. Donc ce qui serait bien, c'est d'afficher un composant, et dans ce composant, justement, de l'afficher un résultat qui vient du tableau CRM. Bon, bien sûr, il aurait pu faire un dashboard, l'intégrer dans la page, mais là, il y avait la finance qui râle en disant « Oh là là, mais licence TCRM pour tout le monde, c'est trop cher. » Voilà. Du coup, bah, on permet aussi, vous voyez ici, à travers Apex, de balancer une requête à un dataset tableau CRM, de récupérer, bien sûr, le résultat, et ensuite faire ce qu'on veut faire dans la classe Apex en question. D'accord. J'ai vu que Rémi avait levé la main. Si tu veux poser ta question, ouais. J'écoute. Oui, c'était un peu la. Enfin, c'était par rapport à la toute première démo là sur les Lightning Web Components. Non, c'était un peu la même question que toi, Kevin. C'était savoir si est-ce que après on pouvait avoir comme une palette personnalisée qu'on peut réutiliser un peu dans tous les dashboards. Tu veux dire un support natif de style sheet type CSS? Non, c'est un peu comme un gestionnaire, en fait. C'est un peu comme quand on crée nos propres composants sur Salesforce. Après, quand on veut, dans le page builder, par exemple, on les retrouve dans une partie custom en bas et puis on peut les... Est-ce qu'il y aura la même chose, en fait, dans Analytics, c'est-à-dire qu'on pourra avoir accès directement en drag and drop à nos composants Lightning Web Component qu'on aura créés? Tiens, on va regarder tout ça. Histoire vraiment d'avoir une petite librairie. Ouais. Bah écoute, je vais partager mon écran parce que j'ai une bonne nouvelle pour toi. Bah, j'ai édité le fameux dashboard que je t'ai montré tout à l'heure. Ouais. Qu'est-ce que je vois ici? Ah ben voilà. Ah bah Ah voilà. ben voilà. Ah bah voilà. 100% dans le mille, exactement. Voilà. Ça répond parfaitement à ma question, c'est génial. Et donc en fait, à partir du moment dès que le Lightning Web Component il marche. Je suis curieux de voir ce que ça fait ce bouton-là. Ça fait rien. Bon, tant pis. Il marche de manière standard, il va forcément marcher là-dedans. Et je suppose que pour tout ce qui est binding, c'est par homonymie en fait, comme pour les autres composants.
Oui. Tu vois, le Advanced Editor, il fonctionne. Tu as la requête, tout ça. Ah, ok. Ok, bah oui, c'est vraiment la couche layout qui est. Ok, parfait. Donc voilà, je suis sur un widget qui est custom, qui est le c'est genre du TDX joujou, scan de je sais pas quoi là. Tu vois, tu as les attributs. Enfin, tiens, voilà. Tu peux même faire des mappings custom. Waouh. Ah oui, ça c'est sympa Tu aussi. vois, de cette colonne à cette colonne, nanana. Ça, tu me connais, Stéphane, c'est le genre de truc qui me fait bouillonner là. Oui, bon, après, au risque de te taquiner un peu, attention à quelle complexité vous mettez en place chez vos clients. Oui, bien sûr. S'il vous Oui, plaît. oui. Mais je pense déjà à certaines petites librairies graphiques. J'en ai pas mal sous le coude et ça me donne envie vraiment de faire des essais parce que ça peut faire vraiment des choses sympas avec des librairies qui sont animées, enfin qui mettent les choses en valeur un peu de manière. Faites-vous plaisir, ça fait 2 ans que je tabasse le product manager pour obtenir ça, Ah mais ça j'en rêvais. pour ouvrir le bal. Hmm. Voilà, messieurs, dames, le bal est ouvert. Ah, super. Bah merci en tout cas. C'est pas moi qu'il faut remercier. Si vous On voulez va- avoir la liste des développeurs qui vous ont fait ça, Mais non, mais merci pour les informations. voilà, moi, je ne suis que le messager. Hein. C'est On pas notre va, vie. Je ne on va suis qu'une monter voix parmi beaucoup qui ont demandé ce composant-là, mais c'est pas moi qui l'ai fait. Voilà. Non, mais là, on va vraiment de plus en plus loin et je retrouve beaucoup de possibilités que j'ai connues dans mon passé de consultant BI sur certains produits dont je ne citerai pas la marque. Oui, bien sûr. On ne va pas citer un certain produit à 4 lettres qui était capable d'inclure toute la bibliothèque de Visu custom, C'est ça, Node.js et exactement. compagnie, quoi. Ouais, Exactement. si c'est à Bon, bah ça que top. tu fais référence. Ah oui. Bon, bah, une raison de plus, hein, je Ah ne bah trouve oui, là. que, et c'est vrai que aussi, dans Tableau, on était capable aussi de développer des visualisations custom dans le propre langage. Oui. Oui, ça j'ai beaucoup expérimenté C'est un aussi. peu contraignant parce que leur langage il est un peu différent de ce qu'on peut rencontrer dans une bibliothèque Mm. de visu de type JS, mais Oui. je Alors, joue quand même des charts assez ahurissants dans Tableau. Ouais. ouais, bah oui, surtout, enfin, si ça ouvre la possibilité de faire du SVG, enfin, par exemple, du vectoriel, pardon, ça peut vraiment donner des choses vraiment très sympas. Je crains que ce soit pas vraiment vectoriel, mais bon, voilà. Normalement, enfin, si tu peux faire passer du vectoriel dans un composant Lightning, y a pas, ça dépend de la librairie qui est derrière, mais ça, on va tester tout ça. C'est, Très bien. quand est-ce qu'on va pouvoir commencer à jouer avec ça? Comme c'est un bêta, bah, je pouvais commencer à jouer de suite. Hein. Ah, Justement, ça d'accord. va permettre de trouver les éventuelles coquilles que les gens ont pu faire ou d'autres Ouais. choses qui manquent à l'appel qui vous feraient plaisir. D'accord. Et Bon, bah, ensuite, bien sûr, je vous attends tous à me faire un petit email en disant, ouais, alors ça dis-moi c'est tout. bien, ça c'est pas bien. Je vais collecter et agréger le feedback à mettre dans Mm. notre fameuse org GUS. Ok. Pour ceux d'entre vous, Noté. GUS, c'est notre org R&D. D'accord. Donc on a le fameux org 62 qui est notre pilotage des ventes. Parce que chez Salesforce, on utilise Salesforce, bien sûr. Mhm. Et on a l'org GUS qui fait toute la partie R&D. Ouais. Parfait. Mais comme c'est Merci. enregistré, je ne peux pas vous la montrer. Pas de Ah, souci. désolé. Eh bien, Oui. écoutez, merci. Je pense qu'on va D'autres pouvoir questions, voir. clôturer d'ici peu s'il n'y a plus de questions. Et ben, dans ce cas-là, il ne nous reste plus qu'à remercier Stéphane et Pierre là, pour les 2 présentations. En vrai, c'était vraiment cool de voir les nouveautés par Stéphane et sympa de voir aussi l'implémentation d'une synchro incremental directement dans les data flows. C'est la première fois que je voyais ça, donc vraiment super intéressant. Ouais, effectivement, je le recommande de plus en plus, surtout si le client a une volumétrie digne de ce nom. Ouais. Je l'ai recommandé à plusieurs reprises chez plusieurs clients. C'est Pierre qui a été le premier téméraire à le faire de A à Z et je le remercie. Merci à toi pour ton aide, Stéphane. Voilà. Entre-temps, il y en a d'autres qui s'y sont mis. Ouais, j'imagine. J'ai marqué un autre exemple, mais voilà, il y en a pas mal qui commencent à comprendre que cette approche peut faire gagner de précieuses heures
Ouais. Le business est très friand d'avoir des données un peu plus fraîches, notamment pour certaines problématiques. Ouais. Très bien. Il y a un certain que voilà, j'ai cité précédemment, effectivement, le business voulait avoir un refresh toutes les 2 heures. Ouais. T'as beau à leur expliquer que il y a 50 millions de accounts, 70 millions de contracts, 55 ou 58 millions de cases, et que tous les augments et compute expression, ça se fait pas instantanément de doigt. sur ce genre de volume de données. Mhm. Mais ils veulent quand même que ce soit 2 heures. Ouais. Et voilà, et effectivement, il y a des moyens techniques pour y arriver. Je vois très bien de quoi tu parles. Tu peux écouter. Du coup, merci encore et bonne soirée à tous et à très bientôt pour une autre session, sûrement dans 2 mois à peu près, le temps qu'on l'organise et tout. Merci. Ouais. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Ciao. Merci.